Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Made in Blida, le podcast qui vous emmène à la rencontre des résidents du tiers-lieu messin. Dans cet épisode, Élodie Mogg de Praxinos vous présente l'aventure de cette structure sous forme de scope, mais aussi leur aventure à Blida. Je m'appelle Élodie Mogg, je suis la gérante de Praxinos. J'ai 33 ans, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Alors Praxinos, c'est une société qui s'est fondée en coopérative il y a un peu plus de 2 ans, avec 7 associés. On est maintenant 8, on est tous salariés et associés du coup de l'entreprise. Et ce qu'on fait, c'est développer des plugins et des logiciels avec comme base technologique Unreal Engine, qui est un moteur de jeu utilisé à la base pour le jeu vidéo, qui est très puissant. Et on se sert de ça pourquoi ? Pour en fait réaliser des outils pour le cinéma d'animation. En gros pour les industries du divertissement, donc pour l'animation, pour le jeu vidéo. Praxinos est donc une scope. Mais c'est quoi une scope ? Alors qu'est-ce que c'est une société coopérative ? En fait, globalement, ça reste une société de capitaux, on va dire classique, c'est-à-dire que vous avez un capital social, vous avez des associés qui mettent de l'argent dedans. Sauf que, contrairement à une société de capitaux classique, une SCOP, c'est une société qui appartient essentiellement à ses salariés. C'est-à-dire que ces associés, 51%, au minimum 51% du capital social appartient aux salariés de l'entreprise. Donc les salariés sont majoritairement les associés de la coopérative, de la société, ce qui fait qu'ils ont du coup beaucoup plus voix au chapitre par rapport à une société de capitaux classique qui généralement appartient à des gens qui sont rarement des travailleurs de l'entreprise. C'est plutôt des personnes extérieures qui investissent de l'argent dans la société, mais qui ne vont pas la vivre au quotidien. Alors que dans une SCOP, dans une société coopérative, ce qui en existe d'autres types, et aussi les SIC et les CAE, le salarié, l'associé vit du coup l'entreprise au quotidien. Et donc du coup, il est plus à même de savoir quelles sont les bonnes choses à faire, quelle est la direction à prendre pour l'entreprise. Et contrairement aussi à une société classique, le nombre de parts, c'est-à-dire que vous investissiez 10 000 euros ou 5 000 euros, vous avez la même voix qu'une autre personne. Contrairement du coup à une société, une SARL classique par exemple, vous investissez 10 000 euros, vous avez une voix, votre voix est plus importante que celui ou celle qui a investi 5 000 euros. Ce n'est pas le cas dans une SCOP. 10 000, 5 000, 200 euros, vous avez la même voix que les autres. Les SCOP sont un modèle d'entreprise encore peu connu. Élodie nous raconte comment ils en sont arrivés à cette structuration. Pourquoi on a choisi le modèle coopératif ? C'est parce qu'à la base, on est tous d'anciens collègues, on a tous travaillé dans une même boîte où les choses se passaient très bien. Et en fait, on s'est retrouvés à un moment confrontés à une situation où typiquement les salariés savaient ce qu'il fallait faire, mais n'ont pas été écoutés par les personnes qui détenaient le capital dans l'entreprise, donc les actionnaires, les associés principaux de l'entreprise. Et ça a été un peu une forme de traumatisme parce que c'était une boîte dans laquelle on s'était beaucoup investi émotionnellement, humainement, et se retrouver finalement un peu au pied du mur à ne pas pouvoir décider pour l'entreprise, c'était assez difficile. Il y avait un peu cette situation, c'est comme ça que je l'ai expliqué finalement. J'avais eu la pression, et d'ailleurs on était plusieurs un peu à avoir cette sensation-là, d'avoir été la famille d'accueil d'un enfant, et puis on s'occupe de l'enfant, on est très content de cet enfant, mais un jour, il y a les parents abusifs ou peu importe, en tout cas les parents naturels reviennent, mais parce qu'ils sont les parents naturels, ils reprennent l'enfant. Et en tant que famille d'accueil, on n'a rien le droit de dire. Et c'est un peu cette sensation-là assez gênante finalement, assez triste. Et c'est pour ça qu'on ne voulait pas retomber du coup dans ces travers-là. On s'est dit, quitte à faire une société, fallait s'assurer déjà que ce soit la nôtre. Alors après, quand on monte une société, on pourrait très bien se dire, on fait une SARL classique, de toute façon on est tous associés. Fondamentalement, ça n'aurait rien changé. Mais on essaie d'avoir une vision sur le long terme en se disant, si dans 1 an, 2 ans, 10 ans, on accueille d'autres associés coopérateurs, donc d'autres salariés qui ont vocation à devenir propriétaires de l'entreprise, parce que c'est ça, ils deviennent propriétaires de leur outil de travail. C'était l'idée, c'était qu'ils puissent justement avoir voix au chapitre, parce qu'à partir du moment où on s'investit dans une entreprise, on doit pouvoir avoir son mot à dire sur son évolution. D'où le choix de monter une société coopérative, même si ça a été parfois un peu pas forcément compliqué, mais plutôt, on va dire qu'on n'a jamais douté du modèle coopératif, mais on
d'autres n'étaient pas forcément sûrs de ce modèle-là. Parce que comme, en plus, voilà, si on remet vraiment, on réexplique tout ça, donc on est une société coopérative, on fait de l'innovation numérique dans un marché qui n'est pas forcément compris de tous parce que c'est le marché du divertissement, de l'art et de la culture. Il y avait beaucoup trop de choses, là, ça n'allait pas ensemble. Là, de faire de l'innovation numérique dans de l'art, dans de la culture, dans du divertissement, d'être en coopérative, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas faire une levée de fonds classique avec un appel de capitaux, avec des associés extérieurs qui vont prendre part au capital, maîtriser l'entreprise. Il y avait des choses qui semblaient presque ambivalentes ou paradoxales, et malgré ça, il a fallu du coup justifier auprès de gens, par exemple des banques ou des investisseurs, leur dire si, ce modèle en fait il est viable, il est différent de ce que vous connaissez, mais il est viable. Et des fois on a même on a dû faire face à parfois des réactions presque épidermiques. Où clairement on nous a dit un jour, on était en comité et puis il y a clairement quelqu'un, un représentant d'une banque, qui a dit à une autre, non mais t'intéresse, on s'en fout, c'est une scope, ça nous intéresse pas. Mais devant nous, hein, c'était fou, c'était je sais pas si vous imaginez le degré de violence quoi. C'était pas le projet qui les intéressait pas, c'était le modèle coopératif. C'est Praxinos a donc continué une activité dans l'innovation avec un nouveau mode organisationnel, mais surtout un nouveau projet. Là, le fait de redémarrer l'entreprise, on ne voulait pas repartir sur exactement la même chose, sinon ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça en fait qu'on s'est associé du coup avec Epic Games, qui est notre partenaire principal, qui en fait nous a vivement encouragés à travailler avec leur outil à eux qui s'appelle Unreal Engine, et de justement en fait combiner différents environnements, puisque nous on avait ce savoir-faire de l'animation 2D. Unreal, alors on va faire une petite parenthèse aussi sur Unreal parce que c'est un gros morceau. Unreal Engine, c'est donc un logiciel qui est à la base conçu pour faire du jeu vidéo, qui est ce qu'on appelle un moteur de rendu temps réel, c'est-à-dire que contrairement à d'autres logiciels qui font de la 3D, où en fait vous allez vous retrouver dans ce qu'on appelle un pipeline, donc une méthode de travail où vous créez votre objet en 3D, vous voulez appliquer des textures, des couleurs, etc. Il va y avoir un temps de rendu qui va devoir être calculé, ça peut être parfois très très long avant d'avoir un résultat. Là, l'avantage avec un moteur temps réel comme Unreal, c'est que le rendu, il est instantané en fait. Et ça, c'est en train de faire un énorme changement de paradigme dans la création d'animation, mais aussi dans plein d'autres domaines, en fait, pas que dans le jeu vidéo, justement, dans la création de longs métrages, de séries, dans la production audiovisuelle classique avec des caméras, dans la simulation à but pédagogique, pour apprendre des métiers de risque dans l'industrie, dans l'armée, par exemple, il y a eu tout un produit, une espèce de simulation de gestion d'un sous-marin, en fait, pour former des sous-mariniers. Il y a plein d'usages possibles. Et donc finalement, on a Unreal Engine qui fait de la 3D, qui fait du temps réel. Nous, on a notre savoir-faire avec la 2D. L'idée, c'est donc de pouvoir mixer la spontanéité qu'on peut avoir avec le dessin 2D avec le côté très pratique de la 3D qui permet de facilement générer des environnements ou de gérer des objets un peu plus compliqués à dessiner. Voilà. Praxinos fait partie des anciens résidents de Blida, où ils ont, entre autres, suivi une incubation dans le programme The Pool. À l'origine, ils n'avaient pourtant jamais entendu parler de ce programme. Alors The Pool, c'était pas quelque chose qu'on avait prévu. Alors autant Blida, clairement. Blida, on avait identifié ça parce qu'on trouvait le lieu... On trouvait ce côté un peu synergie qu'il y avait entre les différents secteurs, les artisans, le numérique. On trouvait ça super stimulant de se retrouver dans cet environnement. Et c'est pour ça qu'on avait demandé à avoir un bureau ici, donc fin 2018, c'était ça. Et en fait, au moment de passer du coup l'entretien, à l'époque, il y avait Camille, il y avait Nicolas D'Asensio, il y avait je ne sais plus qui d'autre, qui du coup nous ont parlé de The Pool, qui venait juste de se monter à ce moment-là. Alors eux avaient déjà commencé, il me semble, un genre de summer class. Il y avait une première promotion qui avait commencé, une espèce de pré-incubation qui avait commencé en juillet. On arrivait en novembre. Et on nous a dit, c'est pas grave, vous allez rencontrer Martin Gréder, qui du coup à l'époque était encore tout seul pour gérer The Pool. Et donc on l'a vu, on lui a expliqué notre projet. Et puis là, il nous a dit, écoutez, tant pis, vous allez essayer de prendre le train en route. Je vous fais passer, je vous fais passer devant le comité de jury en janvier, donc janvier 2019.
Et puis on va voir si ça passe. Et puis bon, du coup, c'est quand même passé, malgré quelques remarques un peu piquantes. Non, le projet est passé. Et on était super contents, du coup, de se retrouver à The Pool. Parce que déjà, en fait, en plus, déjà, on a vu l'évolution de The Pool, puisque au début, Martin, le pauvre, était tout seul et un peu écrasé par le poids des charges et tout. Mais très vite, il a réussi à monter une équipe qui est très, très bien. Et du coup, c'était chouette de voir à la fois la chose se monter et puis en même temps de pouvoir profiter de cette incubation qui nous a permis, je pense, de nous insérer dans un écosystème justement auprès de la région, puisqu'on n'était pas forcément très connus. Bon, j'espère que maintenant que le nom Praxinos est noté chez quelques élus, et en bien, si possible. Praxinos a terminé son incubation et a quitté ses bureaux pour une organisation en télétravail. L'incubation, effectivement, s'est très bien passée. Donc, on nous avait proposé s'il y avait besoin peut-être de prolonger de quelques mois, mais pour le coup, on ne ressentait pas ce besoin. Vraiment, on avait eu un très bel accompagnement, surtout de la part du coup de Martin, parce que c'est lui qui nous a suivis dès le début. Et donc voilà, et ensuite, les choses se finissaient. Donc, notre incubation se terminait en décembre 2020. Avec la crise liée au Covid, on avait quand même passé une bonne partie de l'année 2020 à être plutôt chez nous. Et alors on s'était quand même donné l'été, puis le début on va dire l'automne, pour savoir comment les choses allaient évoluer. Et puis quand on a été de nouveau confinés en octobre, on s'est dit ça ne sert plus à rien. On va dire que sans faire de la politique, ça a l'air d'être assez mal parti. Donc autant ne pas payer de loyer. Bon, c'est dommage parce qu'à côté, on était super contents d'être ici parce que c'était un point d'ancrage pour toute l'équipe. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, si on est majoritairement en Moselle, on a quand même quelques personnes qui ne sont pas dans le département ni même dans la région, puisqu'on en a 2 qui sont sur Paris et un qui est sur Lyon. Et de fait, c'est vrai que même pour eux, ça faisait bizarre de dire il n'y a plus une accroche physique quelque part où on se réunit. Donc ça faisait un peu mal au cœur. En plus, j'avais tout réaménagé les bureaux en février 2020. Donc j'étais un peu triste de tout démonter, alors que vraiment j'avais réoptimisé les choses pour accueillir plus de monde. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et du coup, on est passé en télétravail. Alors on pourrait croire que le télétravail, ça fait faire des économies. Alors en fait, c'est pas tellement le cas. Parce que ça, du coup, je l'ai appris en faisant la bascule de présentiel à full télétravail. C'est que du coup, quand on est en télétravail, on est obligé de reverser certaines indemnités, certaines primes aux travailleurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'employeur impose à l'employé d'être en télétravail, il lui faut une indemnité. Il y a 2 types d'indemnités. Il y en a une qui est liée à l'espace occupé pour le télétravail. Et ensuite, il y a une autre indemnité qui va plutôt couvrir tout ce qui est dépenses de type électricité, abonnement téléphonie, chauffage, toutes ces petites choses qui font que quand on télétravaille chez soi, on ne va pas couper le chauffage et puis couper la box et puis vivre en ermite dans la cabane à jardin. Non. Mais ça se fait au doigt mouillé en disant d'après l'URSSAF, il ne faut pas que le montant soit trop élevé, il ne faut pas que ce soit trop bas non plus. On va dire que c'est 50 € pour un temps plein par mois, et puis le jour l'URSSAF viendra contrôler ça, on verra avec eux. C'est donc depuis chez eux que les employés de Praxinos continuent de travailler sur leurs projets. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce moment chez Praxinos ? Alors, on a En fait, on a un gros projet global qui est en fait décomposé en plein de petites briques. Notre gros projet global, c'est Odyssey, c'est un logiciel d'animation 2D qui est alimenté du coup par Unreal Engine. Donc c'est vraiment cette idée d'avoir un logiciel qui permette de faire de l'animation traditionnelle, mais de profiter de tous les avantages que vont nous offrir un moteur comme Unreal. Donc ça, c'est le vrai gros projet. Sauf qu'un gros projet comme ça, c'est joli, mais par exemple, pour faire de l'animation 2D, il faut déjà pouvoir dessiner. Pour pouvoir dessiner, il faut déjà être compatible avec des tablettes graphiques. Ça, déjà, rien que ça, c'est la première étape. C'était déjà de faire en sorte qu'on était compatible avec des tablettes graphiques. Ensuite, pour pouvoir définir avec quel type d'outil de dessin on va travailler. Un crayon, ça n'a pas le même rendu qu'une plume, qu'un stabilo, que de la gouache ou de l'aquarelle. Donc ça, il fallait aussi les concevoir, ces outils-là. Et déjà, rien que cette petite brique-là, le simple fait de pouvoir gérer du dessin et gérer des outils de dessin, c'était notre première brique. Cette première brique, elle s'appelle Iliade.
Et c'est du coup un outil qu'on a décidé de sortir en plugin pour Unreal. Et donc ça voilà, c'était la première brique sur laquelle on devait travailler. Alors il y a une deuxième brique qui s'appelle Ulysse, mais je ne vais pas trop revenir dessus parce que c'est très abstrait, c'est ce qu'on appelle une bibliothèque graphique. C'est tout ce qui va gérer au niveau des pixels, les espaces colorimétriques, les modèles colorimétriques. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est très compliqué. Maintenant qu'on est capable de gérer des tablettes et des outils de dessin, la troisième brique, ça va être plutôt de gérer des caméras et ce qu'on appelle des shots, c'est-à-dire des plans en fait. On doit pouvoir gérer des plans dans le temps. Comment est-ce qu'on met en place des plans? Comment est-ce qu'on met en place des caméras? Comment on s'arrange pour que la caméra et le plan se suivent quand il y a un mouvement de caméra par exemple? Comment au contraire on a envie de désynchroniser les deux parce qu'il y a un mouvement particulier? C'est plein de considérations, c'est toute une architecture à réfléchir. Et cette architecture, on est justement en train de la développer, elle s'appelle EPOS. Et EPOS, du coup, c'est ce sur quoi on est en train de travailler, c'est ce qu'on va appeler un manager de storyboard. On a du coup ensuite une quatrième brique là qui commence tout juste, qui elle s'appelle Ares. C'est plutôt tout ce qui va être justement gestion de l'animation, réellement. Comment est-ce qu'on gère des images, comment est-ce qu'on va gérer la taille, la vitesse de l'animation, comment on intègre aussi tous les outils qui sont nécessaires aux animateurs 2D, puisqu'en fait, un animateur, on va dire basiquement, on lui donne un crayon et des feuilles, il est content. Maintenant, quand il passe sur un ordinateur, il s'attend quand même à avoir beaucoup plus d'outils qui vont lui faciliter la tâche. Ça, on commence tout juste à travailler là-dessus. Et en fait, toutes ces briques, une fois réunies, qui sont du coup toutes pour l'instant sous forme, qui le sont ou qui vont être amenées à être sous forme de plugin, à terme vont être fusionnées pour donner Odyssey, donc pour donner justement ce projet initial de logiciel indépendant 2D avec Unreal sous le capot. Merci Elodie d'avoir participé à cet épisode. Merci à nos tribus pour le prêt du matériel d'enregistrement. Et merci à vous pour votre écoute. À bientôt!